Un prêtre est cet homme qui, selon les préceptes et les rituels de l'Église catholique, intercède entre les fidèles et Dieu. C'est cet homme qui intercède pour les croyants en vue de l'expiation des péchés. Mais ce n'est pas toujours le cas, car de nombreux leaders religieux se retrouvent impliqués dans des actes abominables qui peuvent même briser la foi de nombreux croyants. Le cas suivant s'est produit en 2007 dans la municipalité de Mistrato, en Colombie. Il a provoqué l'émoi de tout un pays. Mais comme le disent les écrits anciens, rien n'est caché qui ne doive être révélé. Le 15 février 2007, un paysan de la localité d'Anserna marchait sur un chemin impraticable. Il avait décidé de le prendre pour arriver plus rapidement à sa destination. Alors qu'il s'enfonçait dans ce territoire, il a aperçu 2 corps incinérés près des rives de la rivière Huatica. Sa surprise a été telle qu'il s'est enfui du lieu pour prévenir la police. Lorsqu'il est parvenu à la route, il a vu une voiture approcher et lui a fait signe de s'arrêter. Le chauffeur, informé de ce qui s'était passé, l'emmena directement à la CTI, au corps technique d'investigation d'Anserma. Lorsque les enquêteurs sont arrivés sur place, ils ont trouvé les 2 corps calcinés, mais comme le feu les avait presque entièrement consumés, il était impossible d'établir leur genre. Cependant, un collier religieux et une boucle d'oreille ont été retrouvés. Lors du relevé des corps, des larves avaient déjà commencé leur processus, ce qui signifiait qu'ils étaient restés sur place pendant au moins 48 à 52 heures. Une inspection des lieux a été effectuée et à quelques mètres seulement, un négatif photographique a été découvert. Les corps ont été transportés chez le médecin légiste pour y subir une autopsie. Comme ils étaient calcinés, il était impossible de les identifier, c'est pourquoi certains os ont été envoyés au département d'anthropologie légale de Bogota. L'analyse a déterminé qu'ils appartenaient à une femme âgée de 30 à 35 ans et à une fillette de 5 à 7 ans. La personne adulte présentait 2 blessures au crâne, spécifiquement sur l'os frontal, et la petite avait une blessure dans la région occipitale. Les 2 victimes étaient encore non identifiées. Quelques jours plus tard, les experts sont parvenus à reconstituer la pellicule trouvée. Il y avait 4 images. Sur l'une d'elles, on pouvait voir un homme et sur une autre, une jeune femme ainsi que 2 photos panoramiques d'un paysage. Malgré cela, ils ne savaient pas de qui il s'agissait et les images ne fournissaient aucune piste. Un matin, l'un des enquêteurs chargés de l'affaire lisait le journal, quand soudain, il a vu un article disant qu'une mère et sa fille étaient portées disparues. L'article indiquait qu'à partir du 12 février 2007, personne ne les avait revues. Il s'agissait de Maria del Carmen Arango Cardona, âgée de 31 ans, et de sa fille Maria Camila Diaz, âgée de 6 ans. Elles avaient été vues pour la dernière fois dans la municipalité de Mistrato, alors qu'elles rendaient visite à monsieur José Francei Diaz Toro, qui à l'époque était le curé de cette localité. Les recherches ont mené la police à contacter la personne qui avait fait le signalement quelques mois auparavant au CTI de Pereira. Il s'agissait de Héctor Fabio Carmona, frère de la disparue, qui a pu identifier le collier religieux trouvé sur place, ainsi que l'une des images révélées sur la pellicule. La photo montrant indubitablement le curé José Diaz Toro. Il fallait maintenant confirmer si les corps correspondaient effectivement aux personnes disparues. Le CTI d'Anserma, à la demande de l'Institut médico-légal, a prélevé de l'ADN sur les 2 corps de façon à les comparer aux prélèvements faits sur la famille Carmona et peut-être confirmer l'identité des 2 victimes. La réponse est arrivée en juin. Les résultats de la génétique légale ont démontré qu'il s'agissait de 2 femmes, mère et fille, Maria Arango et Camila Diaz. Elles étaient en réalité l'épouse et la fille du curé de l'église du peuple, José Diaz Toro, bien que ce secret ne fût connu que de la famille de Maria. Selon le témoignage du frère de la victime, les 2 femmes étaient arrivées à la maison curiale de Mistrato, où l'homme résidait le 7 février dans l'après-midi, en raison de la relation cachée
que le prêtre et Maria entretenaient. Maria et sa fille ne le voyaient qu'une fois tous les 15 jours. En entendant des rumeurs selon lesquelles José avait une prétendue nièce vivant dans la maison curiale, Maria a décidé de vérifier par elle-même, car elle soupçonnait qu'il était probablement infidèle. Le 12 février, Maria Carmona appela sa famille très angoissée et désespérée. Elle avait trouvé une jeune fille dans la maison de l'église et leur avait dit vouloir confronter son partenaire. À partir de ce moment-là, ils n'ont plus entendu parler d'elle. Les jours passèrent et il n'y avait aucun signe de sa présence. Ils l'ont appelée de manière insistante. N'obtenant aucune réponse, les frères de la jeune fille ont décidé de rendre visite au curé dans l'église de Mistrato, mais il a dit ne rien savoir d'elle depuis le 12 février. Les jours ont passé jusqu'à ce qu'il décide finalement de signaler la disparition aux autorités. Au début, la police a eu du mal à penser que le principal suspect soit un curé de l'église. Mais au fur et à mesure qu'ils connaissaient l'histoire, ils ont mieux compris qu'ils devaient enquêter. Maria et José se sont rencontrés en 1995 alors que l'homme était curé de l'église de Coca en Colombie. Elle n'avait alors que 19 ans. Maria del Carmen a grandi dans cette municipalité aux côtés de ses 10 frères et sœurs dont elle était l'aînée. Leur mère était veuve et s'occupait seule de toute la fratrie. En raison de cela, ils étaient d'origine modeste. Elle a toujours grandi sans père et a trouvé une figure paternelle dans la compagnie du curé de l'église. Maria était une femme blonde, mince et avait beaucoup de charme. Elle assistait à la messe l'après-midi et il n'a pas fallu longtemps avant que le prêtre ne tombe amoureux de la jeune fille. Ils ont rapidement commencé à se fréquenter. Sa famille trouvait qu'elle passait beaucoup de temps à l'église. Mais il ne soupçonnait rien, en raison des vœux de chasteté des prêtres. 1 an plus tard, José a été transféré dans l'église d'une ville voisine, appelée Pueblo Rico. Il a demandé à Maria de le suivre, bien qu'ils ne puissent pas être ensemble en public. Pour cette raison, il l'a emmenée vivre dans la ville de Pereira, afin de pouvoir la visiter régulièrement. Mais la relation a commencé à se détériorer avec le temps. La jeune fille voulait avoir une relation normale et une famille, mais il n'était pas prêt à quitter son poste de prêtre. Il ne pouvait se contenter de se voir qu'une fois par semaine et ne supportait plus de se cacher tout le temps. Cela a commencé à déplaire à la jeune fille et elle a pensé à faire changer les choses. 4 ans plus tard, en 2001, elle est tombée enceinte. Elle avait alors l'espoir qu'il formerait enfin une famille et que son partenaire accueillerait la nouvelle avec joie. Mais ça a été tout le contraire. Il s'est fâché contre elle et lui a demandé de se débarrasser du bébé, car cela mettait en danger son sacerdoce. Désespéré et craignant d'être découvert, il l'a emmené vivre dans la municipalité de Dos Quebradas, appartenant au département de Risaralda. C'est alors que son attitude a commencé à changer radicalement. Il ressentait maintenant le fardeau de Maria et de sa fille et ne savait pas quoi faire. Les mois ont passé jusqu'à ce qu'en octobre 2002 naisse leur fille. Ils l'ont appelée Maria Camila Diaz Arango. L'effort du curé pour cacher qu'il entretenait des relations de concubinage avec une femme depuis quelques années s'est épuisé après la naissance de la petite fille. Il ne pensait plus qu'au danger de perdre son poste de prêtre si la vérité venait à être connue. Insatisfait de sa vie maritale cachée, José avait pris l'habitude de sortir la nuit en compagnie du fossoyeur de l'église, dans les municipalités voisines à la recherche de nouvelles romances. Maria a alors fait une dernière tentative désespérée pour sauver leur relation. Elle a pressé le curé en lui disant que s'il ne renonçait pas au sacerdoce, elle le dénoncerait à l'église et leur révélerait leur relation. Les problèmes sont devenus de plus en plus fréquents et il s'éloignait de plus en plus d'elle et de sa fille. Maria devait dire que son mari était en Espagne et que le curé n'était qu'un ami de la famille, qui venait les visiter à sa demande. La petite fille avait interdiction de l'appeler papa et quand quelqu'un lui posait des questions à ce sujet, elle disait qu'il était en Espagne. Cette situation a fini par lasser la jeune mère qui voulait d'une manière ou d'une autre
construire une famille. En 2005, José a été transféré à Mistrato et c'est là que tout s'est terminé. Maria del Carmen, ayant appris les rumeurs selon lesquelles le curé de l'église avait une nièce vivant dans la maison de l'église, sachant ce que cela signifiait, elle a décidé de vérifier par elle-même. Le 7 février, elle s'est rendue avec sa fille à la maison curiale à Mistrato, où le curé vivait. Mais une fois sur place, elle ne trouva aucune jeune fille. Au contraire, elle a trouvé un endroit propre et accueillant. Cependant, plus tard, elle a trouvé une carte dédiée à son conjoint, accompagnée de la photo d'une jeune femme nommée Andrea. À ce moment-là, elle s'est mise en colère et a confronté le prêtre à ce sujet, mais il lui a dit qu'une paroissienne nommée Louise Andrea, une connaissance de connivence avec lui, la lui avait offerte en remerciement de ses bonnes actions envers sa famille. Évidemment, c'était faux. Cependant, Maria, qui n'était pas satisfaite de l'explication, a continué à chercher des preuves de l'infidélité de son partenaire. Le 12 février, elle a trouvé quelque chose qui semblait beaucoup la perturber. C'était le négatif photographique trouvé sur les lieux du crime, sur lequel on pouvait voir la photo d'une femme. Après cette découverte, la jeune femme l'a confronté, mais il a continué à tout nier. Décidée à révéler leur relation, elle l'a de nouveau menacée. Par la suite, elle a appelé sa famille et leur a tout expliqué. Cette fois-ci, elle rendrait publique sa relation avec le prêtre. À partir de ce jour, ils n'ont plus eu de ses nouvelles. José a simplement dit qu'elle était partie ce soir-là et n'était pas revenue. Il a fallu 9 mois pour que la vérité des événements soit connue. En effet, l'employée de la maison curiale, Maria Eugenia Vergara Cardona, appelée Eugenia, a décidé de témoigner de ce qu'elle avait trouvé le lendemain de la disparition des victimes. Eugenia a déclaré qu'aux alentours de 16 ou 17 heures le 12 février, elle avait terminé ses tâches ménagères à la maison. Le lendemain, lorsqu'elle est revenue, elle n'a plus trouvé Maria et sa fille. Cependant, elle a remarqué quelque chose qui a immédiatement attiré son attention. Les escaliers menant du 2e étage au garage avaient été lavés à l'eau et au savon. Cela lui a semblé très étrange, car c'était à elle de faire toutes ces tâches. Lorsqu'elle est entrée dans la chambre où dormait la petite Camilla au 2e étage, elle a vu des taches qui semblaient être du sang sur la porte, ainsi que sur la serrure et le sol de la chambre. Elle a suivi les traces de sang qui continuaient dans le couloir. Les murs étaient également tachés jusqu'au 1er étage où se trouvait le garage. À cet endroit, elle a trouvé une grande flaque de sang. À côté se trouvaient des sacs noirs avec encore plus de taches de sang, des tuiles en plastique et des bâtons également imprégnés de sang. Lorsqu'elle a tenté de monter au 3e étage où dormait le prêtre, dans les escaliers et sur la rampe menant à ce niveau, elle a également pu observer du sang. Mais ce qui l'a le plus intriguée, c'est de trouver les draps qu'elle avait mis sur le lit où dormait la petite, dans un seau d'eau avec du savon. Après avoir vu cela, elle a cherché le prêtre pour lui dire ce qu'elle avait vu et savoir ce qui s'était passé. Mais sa réponse a été très suspecte. Lorsque Eugenia l'a confronté à propos de toutes ces choses étranges, il lui a simplement ordonné de nettoyer l'endroit et lui a dit qu'il ne se passait rien, qu'elle devait se taire et reprendre ses tâches. Ensuite, elle s'est mise à nettoyer et a remarqué plus de taches de sang dans le lavabo. Cette situation l'a déconcertée. Malgré tout, elle a décidé de garder le silence. Ce n'est que lorsqu'elle a appris que la police n'arrivait pas à retrouver la mère et la fille depuis des mois qu'elle a décidé de parler. Elle a également déclaré qu'à l'arrivée de Maria del Carmen et de sa fille, elle avait entendu des disputes constantes entre le prêtre et elle. À un moment, elle a vu que le curé descendait avec le visage griffé et derrière lui, Maria dans le même état, ce qui montrait qu'il s'était agressé physiquement. Cette situation lui a semblé étrange, mais elle a préféré ne pas s'immiscer.
Même José lui a dit que si quelqu'un lui posait des questions, elle ne devait jamais dire ce qu'elle avait vu à l'intérieur de la maison curiale. Et si on lui posait des questions sur eux deux, elle devait dire que tout semblait aller bien. Le 12 février de cette année, le sacristain Luis Alberto Bermúdez a dit à Maria Eugenia qu'il était entré dans la maison curiale pour se coucher, vers 21 ou 22 heures, et qu'il avait trouvé étrange que la voiture du prêtre ne soit pas dans le garage, alors que toutes les lumières étaient allumées à l'intérieur de la maison. Vers 2 heures du matin, il s'était levé pour prendre de l'eau et avait remarqué que la voiture de José était dans le garage et que la lumière de sa chambre était allumée. C'était inhabituel, car le prêtre n'avait jamais la lumière allumée aussi tard. Après la déclaration de la femme de ménage de la maison curiale, le CTI a demandé un mandat de perquisition de la propriété le 12 novembre 2007. Ils avaient une ordonnance du juge pour que l'équipe criminalistique effectue une recherche d'ADN sur les lieux et puisse ainsi prélever des échantillons à envoyer au laboratoire. Lorsque les experts sont entrés dans le bâtiment, ils ont appliqué des réactifs pour la recherche d'indices biologiques. Le Blue Star et la lumière noire ont révélé quelque chose de surprenant. Une grande quantité de sang était visible au premier, deuxième et troisième étage de la maison. Il était évident qu'il s'était passé quelque chose de terrible. C'est alors que le 21 novembre 2007, le CTI d'Anserma a appréhendé l'ancien prêtre José Francei Diaz Toro dans un café du parc de Mistrato. Il était recherché pour des accusations de meurtre aggravées sur la personne de Maria del Carmen Arango et de sa fille. Après son arrestation, lors de l'audience de mise en accusation, il n'a pas accepté sa responsabilité et s'est déclaré innocent. Néanmoins, il est resté détenu dans la prison d'Anserma jusqu'à ce que les preuves recueillies lors de la perquisition du bâtiment soient établies. Les résultats ont été révélés quelques semaines plus tard. L'Institut de médecine légale a déterminé que les échantillons biologiques prélevés dans la maison curiale appartenaient aux victimes Maria del Carmen Arango Carmona et Maria Camila Diaz Arango, épouse et fille de José Diaz Toro. En janvier 2008, le procès a commencé. José a continué de clamer son innocence et a pensé que, d'une certaine manière, en tant que prêtre, la justice aurait plus de considération pour lui et le laisserait libre. Il ne savait pas encore quelles étaient les preuves que le ministère public avait contre lui. Au cours de 5 audiences, des preuves accablantes ont été présentées, ainsi que les témoignages de la femme de ménage de la maison curiale et de son ami Andrea Soto. Lorsque le prêtre a vu qu'il n'avait pas d'issue, il a accepté un accord préalable pour reconnaissance de culpabilité, qui entraîne une réduction de moitié de la peine imposée. Ainsi, dans une tentative de négocier avec le ministère public, il a accepté de révéler ce qui s'était passé cette terrible nuit. Sa seule condition était qu'il ne le dirait pas en personne, mais le ferait par le biais d'une lettre écrite de sa propre main depuis la prison d'Anserman. Il a raconté toute l'histoire bouleversante depuis le début de la relation jusqu'au moment où le meurtre a été commis. Tout s'est compliqué quand il l'a vu entrer par la porte de l'église le 7 février à 16 h. À partir de ce jour, il a commencé à se sentir anxieux et préoccupé, car elle l'avait menacé de tout révéler, ainsi les gens sauraient quel genre de prêtre il était. Les jours suivants, elle entrait et sortait de la maison dans le but d'attirer l'attention. Elle lui avait dit qu'elle voulait que les gens sachent qu'il avait une femme et une fille. Les personnes qui venaient à l'église ont commencé à le questionner sur la présence de Maria del Carmen et de la petite fille. Il ne savait plus quoi faire. Son anxiété a augmenté et il s'est senti menacé et discrédité par sa conjointe. L'angoisse et la peur se sont emparées de lui. Il craignait par-dessus tout de perdre son poste de prêtre. Face à cette situation, ils ont discuté le 12 février au matin. Elle s'est montrée violente et il n'a pas pu supporter tant d'impuissance. Ce même jour,
il est allé donner une messe à 14 heures. Une fois terminé, il s'est éloigné de l'endroit. C'est à ce moment-là que l'histoire a pris un virage à 180 degrés, quand il a assuré qu'il n'avait pas commis le crime tout seul. Selon son récit, il a pensé à demander de l'aide au fossoyeur de l'église, Jorge Antonio Morales. Il lui a raconté ce qui s'était passé et lui a demandé de l'aide pour sortir de la ville cette femme qui le tourmentait. Jorge acceptait de l'aider et lui a dit qu'il viendrait le voir le soir. Vers 20 heures, le fossoyeur est arrivé à la maison et est monté au 3e étage. José a remarqué qu'il avait un sac en cuir avec lui, l'a salué et n'a rien dit de plus. À ce moment-là, María del Carmen est sortie pour voir qui c'était. Ils se sont tous deux salués. Le prêtre s'est retourné et est parti. Soudain, il a entendu un coup très fort et quelqu'un tomber brutalement dans les escaliers. L'individu avait donné 2 coups violents à l'avant du crâne et la victime avait roulé dans les escaliers jusqu'au 2e étage. Lorsque José est revenu, il a vu María del Carmen étendue sur le sol. Il est resté immobile pendant quelques secondes, sans réaction. Plus tard, il a vu Jorge Morales descendre dans la chambre de la petite fille qui dormait au 2e étage. Il a de nouveau entendu un coup fort. Cette fois, il a frappé la petite Camila à l'arrière de la tête, car elle dormait sur le ventre. Lorsque Morales est sorti, il a vu qu'il avait un outil à la main. C'était un pot de maçon. Terrifié par ce qui s'était passé, il est allé dans sa chambre et a attendu un moment. Après quelques minutes, il est sorti et a vu le fossoyeur avec des sacs noirs. Ensemble, ils ont enveloppé les corps et les ont chargés dans une voiture appartenant à la paroisse, puis se sont dirigés vers Bethléem. Ensuite, ils se sont dirigés vers Anserna et se sont arrêtés sur un chemin désolé et impraticable près de la rivière Guatica. Ils ont descendu les corps, les ont arrosés d'essence et les ont incendiés avec une allumette. Ils ont fui les lieux et sont retournés à la paroisse sans dire un mot après 5 heures d'absence. Une fois rentré chez lui, il a lavé le sang, mais en raison de son état, il a laissé de nombreux indices qui ont été découverts par la femme de ménage le lendemain. Tout cela correspondait parfaitement aux indices trouvés sur place et, grâce à cela, les enquêteurs ont pu reconstruire les faits, ce qui a permis d'élucider l'affaire. Les jours suivant le crime, le prêtre de l'église a continué à célébrer la messe et semblait assez calme. Personne ne l'a jamais vu nerveux ou préoccupé. Toute la communauté était stupéfaite d'apprendre le crime qu'il avait commis. En juin 2008, il a été condamné à purger 23 ans de prison pour avoir coopéré avec la police. Bien que pour beaucoup cette peine soit considérée comme très faible. L'affaire semblait close après la condamnation initiale, par le biais d'un accord préalable entre le ministère public et l'accusé, mais la Cour supérieure de Pereira a annulé cette décision et a ordonné de recommencer le procès sans accorder de réduction. Le tribunal a jugé que le ministère public et le juge s'étaient trompés car ils n'avaient pas pris en compte le fait que, à l'époque des faits, la loi 1098 était déjà en vigueur, interdisant d'accorder des avantages lorsque les victimes sont des mineurs. De plus, le 4 juillet 2008, le CTI d'Ansermo a arrêté à Mistrato Jorge Antonio Morales Ramirez, fossoyeur de la municipalité et complice du prêtre, pour sa participation présumée au meurtre. 1 an et 3 mois plus tard, en octobre 2009, il a été condamné à 17 ans et 2 mois de prison pour sa complicité dans le crime. En juillet 2010, l'Église catholique a été condamnée à verser 600 millions de pesos colombiens aux proches de la victime. Enfin, le 5 juin 2013, le tribunal de Belém a condamné le prêtre à 45 ans et 10 mois de prison à purger à la prison de Manizales en Colombie. Il est indéniable qu'il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé. Maintenant, je suis curieuse de connaître vos opinions. Qu'en pensez-vous? Laissez-moi un commentaire pour partager vos réflexions.
Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. À bientôt pour de nouvelles vidéos.